Merci Pierre. Salut à tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être là et j'ai une grosse pensée pour vous tous qui êtes derrière votre ordi sans profiter de la vie étudiante, j'imagine, et je pèse à quel point ça doit être difficile. Mais en tout cas, j'espère que cette petite heure entre nous va bien se passer. J'imagine que je vais parler un peu pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis après, je suis vraiment ouvert pour discuter avec vous sur un maximum de choses. Euh, et du coup, pour moi, l'objectif là, c'est d'essayer de déconstruire à la lumière de mon parcours quelques idées qui sont, je pense, en général euh, communiquées ou transmises en école de commerce qui ne sont pas forcément justes. Enfin, j'imagine que dans le cours de Pierre, c'est un peu différent, mais à mon époque, en tout cas, la réalité des problématiques environnementales n'était pas du tout abordée. Et je pense qu'il y a aujourd'hui encore quelques pesanteurs qui doivent rester en école. Donc, voilà, je vais essayer de vous donner 3 ou 4 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années. Euh, donc j'avais aussi fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai pas grand mérite, hein, je viens d'une famille blanche relativement riche, bien éduquée, donc c'était un parcours assez classique. Et après, pour continuer dans quelque chose d'encore plus classique, j'ai fait comme pas mal d'entre vous, visiblement, parce que j'ai fait du conseil. J'ai fait du conseil en stratégie, enfin c'est un bien gros mot, conseil en stratégie, disons. Conseil en direction générale dans un cabinet qui s'appelle Oliver Wyman. Ça a duré 2, 3 ans que j'ai entrecoupé d'un grand voyage, comme suggérait Pierre à un moment donné. À l'époque, c'était pas le vélo parce que justement, je n'avais pas conscience peut-être aussi des problèmes environnementaux. J'ai fait à moto. Euh, en revenant, je me suis rendu compte que un de mes vrais rêves au fond de moi, c'était le journalisme. Parce que j'ai toujours aimé écrire. C'est ma passion, mettre mes idées en mots. Et donc, j'ai, à l'époque, développé un média. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, ça s'appelle Merci Alfred. C'était au sein d'une start-up qui s'appelait My Little Paris. Et en gros, l'idée, c'était au départ c'était assez bête, hein, c'était juste des bons plans pour les Parisiens, plutôt des mecs. Et en fait, au fur et à mesure de mon expérience là-bas, j'ai un peu réorienté le média tel que j'avais envie de le vivre et de transmettre des choses. Et en fait, on a écrit de plus en plus des très longs articles sur plein de sujets. Ça s'appelle Les Topos. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs là-dessus récemment. Je vous encourage à l'acheter si vous voulez apprendre plein de trucs hyper intéressants. Et, et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en fait, écrire des très longs articles sur plein de sujets, ça m'a orienté vers la lecture de plein de livres. Ça m'a aidé à mettre en forme plein d'idées. Et quand on cherche un petit peu la vérité, surtout en ce moment sur des sujets, sur des sujets politiques et économiques, on en arrive assez rapidement au sujet environnement. Et donc, c'était il y a à peu près 5, 6 ans. Et j'étais pris un peu d'un vertige de ce qui était en train de nous arriver. Je me suis dit, OK, je ne peux pas juste en parler, il faut que je participe à la construction de quelque chose autour de ça. Et donc avec mon associé, Vraiment, parce que c'était. qui est mon associé toujours actuel, on a créé Loom. Loom, qui est une marque de vêtements militante, où l'idée, c'est en gros, identifier que le principal problème de l'industrie textile aujourd'hui, c'est la surproduction et la surconsommation, et donc d'attaquer ce sujet. À l'époque, quand on parlait de ça, les gens nous prenaient pour des dangereux extrémistes. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus admis que c'est le principal problème de l'industrie textile. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est 2 choses. C'est faire fabriquer des vêtements qui sont conçus pour durer. Donc, en gros, on prend un vêtement, on identifie les failles principales que nous remontent les clients, et on essaie de résoudre ce problème. Donc, je ne sais pas si je prends un jean, par exemple. La majorité des gens jettent aujourd'hui leur jean, en tout cas des mecs jettent leur jean parce qu'il y a des trous qui se forment à l'entrejambe. Donc nous, là, notre objectif, c'est 3 ans qu'on fait de la R&D pour essayer de trouver un jean qui ne va pas trouver à l'entrejambe. Et ça, c'est une démarche qui est assez particulière, en fait, qui pourrait sembler naturelle, mais en fait, que assez peu de gens, voire personne là aujourd'hui sur les vêtements, ou c'est une approche qui est beaucoup plus créative et pas forcément cette démarche un petit peu
plus R&D ingénieur. Et la deuxième chose, en fait, le deuxième problème qu'on essaie de résoudre, c'est un truc qui est arrivé petit à petit, mais dont on n'avait pas conscience au début quand on a créé la marque, c'est qu'en fait, pourquoi les gens achètent? Ce n'est pas parce que leurs vêtements sont usés, enfin, ça arrive, mais ce n'est pas le cas principal, c'est tout simplement parce qu'on est entré dans une sorte de société d'obsolescence programmée du désir, où on entretient sans arrêt des désirs pour vouloir acheter plus. Donc, il y a le système classique dans les fringues, qui est un système de collection, qui est de plus en plus rapproché avec le temps. Avant, c'était tous les 6 mois, et puis maintenant, c'est presque toutes les semaines que les grandes marques de fast fashion créent leur collection. Mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr, il y a tout ce qui est publicité, marketing et toutes ces petites incitations à la consommation que vous voyez sur tous les sites aujourd'hui. Il y a 3 autres personnes qui regardent le produit, les stocks sont limités, dépêchez-vous, moins 10% si vous inscrivez à la newsletter, etc., etc. Et en fait, c'est ça le problème principal aujourd'hui dans l'industrie de la mode, c'est qu'on est totalement victime de ce système-là et qu'on est tous soumis à des degrés plus ou moins divers à cette injonction à consommer. Et donc, c'est ça qu'on combat sur Loom, c'est essayer de sortir, enfin, c'est de montrer qu'il y a un modèle où on n'incite pas les gens sans arrêt à acheter. Donc, par exemple, nous, enfin, le mot qu'on utilise pour décrire tous les petits biais cognitifs, ce qu'on appelle aussi expérience client, mais qui nous incite à consommer, c'est les dark patterns. C'est-à-dire que tout le temps, ce moins 10%, ce bouton qui est bien placé pour te faire acheter un petit peu plus, etc. Bah, ça, nous, on a supprimé tout ça. Par exemple, on a supprimé aussi tous les cookies. Il n'y a aucun retargeting de nos clients. Et donc toute cette volonté qu'on a, qui est de combattre la surproduction, la surconsommation, ça nous a invités à réfléchir à quel devait être notre modèle d'entreprise. Et assez vite, on s'est demandé comment on allait devoir financer notre boîte, puisque c'est de la mode. Et donc, dans la mode, il faut acheter des stocks avant de pouvoir les vendre. Ça coûte cher. On a un BFR. Donc, ça, il faut le BFR, il faut le financer, le besoin en fonds de roulement. Et donc, on a rencontré des fonds d'investissement et très vite, on a compris que si on faisait rentrer un fonds d'investissement à notre capital, c'était un peu la fin d'un haricot parce que dans tous les clauses de pacte d'actionnaires, ce que je ne savais pas à l'époque, il y avait une petite ligne qui est le fonds d'investissement s'autorise à engager la revente dans l'entreprise dans les 5, 6, 7 ans s'il le désire. Et ça, pour nous, ce n'était pas possible parce qu'on voyait, parce qu'on savait que ça allait forcément nous obliger à aller toujours plus vite, à faire toujours plus de croissance. C'était incompatible avec notre volonté de combattre la surproduction et la surconsommation. Donc, on a demandé à nos clients qui nous connaissaient déjà de nous donner de l'argent. On leur a dit, si vous investissez chez nous, on ne vous garantit pas qu'on va revendre la boîte. En revanche, quand on le pourra, quand on fera des bénéfices sur le long terme, on voudra des dividendes. Ce n'est pas un gros mot, vous avez le droit d'avoir des dividendes. Par contre, ce n'est pas tout de suite, ce ne sera pas forcément énorme, mais ce sera sur le très long terme. Donc, vous voyez l'investissement dans Loom comme un peu un plan épargne retraite. Et il se trouve que ça a vraiment super bien marché. On a eu 700 000 € en 3 jours. Donc, il était beaucoup plus facile que d'aller faire, comment dire, un roadshow auprès de centaines d'investisseurs où on allait faire des dossiers à n'en plus finir. Et donc, aujourd'hui, où on en est sur Loom, c'est qu'on est vraiment content de ce qui se passe. Pour parler, alors, ce n'est pas l'indicateur qu'on aime trop, mais bon, on parlait de chiffre d'affaires. Donc, on a dépassé le million de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui vraiment identifié comme acteur référence sur la mode éthique par beaucoup de journalistes. Il y a encore Capital qui nous a appelé hier pour faire le deuxième reportage sur nous dans quelques jours. Je ne sais pas si Capital de M6 c'est une référence, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est genre la RP ultime. On ne peut pas avoir mieux en termes d'impact. Il y a 4 millions de personnes devant leur télé avec leur téléphone qui vont sur votre site. Donc, c'est assez cool. Et au-delà de ça, ce qui est, je pense, vraiment positif, c'est qu'on est maintenant identifié par les acteurs politiques comme interlocuteur sur la filière textile. Et on préfère que ce soit nous plutôt que Kering ou LVMH qui je pense, ne voient pas, n'ont pas la bonne approche du problème. Ils le sont aussi, mais ils sont aussi consultés, bien sûr, mais on l'est aussi. Et donc ça, c'est hyper important pour nous.
Et puis après, c'est au-delà de ça, mais sur une autre partie de ma vie, Pierre le suggérait, j'ai écrit un bouquin, mais ça, donc c'est un petit peu dans la même optique, donc c'est un bouquin pour essayer de faire en sorte que, de donner des petites astuces de productivité pour que les gens travaillent moins, parce que je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui dans les entreprises aujourd'hui, c'est que les gens n'arrêtent pas de travailler. Et j'ai connu un certain nombre de gens autour de moi faire des burn-out. Et donc, voilà, de la même façon que j'ai la volonté d'inspirer les gens à produire moins, j'aime bien les inciter à travailler un peu moins aussi. Euh, voilà. Quelques petits conseils, peut-être que quelques déconstructions de croyances que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans quand j'étais assis à votre place. La première, et je pense la plus importante, c'est que je pense qu'il faut qu'on en finisse avec l'idée que grossir, c'est réussir. C'est ce qu'on nous a. C'est une sorte d'idéologie qu'on nous a tous, qu'on nous donne presque tous au quotidien, surtout en école de commerce. On nous dit qu'il faut faire toujours plus, toujours plus grand. Le problème, c'est que si on veut grossir trop vite et qu'on a la croissance pour seul objectif, on ne peut pas penser long terme. Je veux dire, c'est pertinent pour certaines boîtes de grossir vite, mais c'est vraiment une minorité, quoi. C'est-à-dire que toutes les boîtes aujourd'hui qui se créent se veulent start-up, mais elles ne doivent pas être toutes des start-up. Et je vais l'expliciter. La première chose, c'est juste une logique économique. En tout cas, c'est une logique business. C'est-à-dire que si on met toute notre énergie à vouloir faire plus, on oublie souvent de faire mieux. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de boîtes se dire, il faut que je grossisse, donc au lieu de recruter des ingénieurs pour mon produit, je vais recruter des commerciaux. Au lieu d'investir sur mon produit, je vais tout claquer en publicité. Et ça veut dire que sur le long terme, une boîte peut en gros s'effondrer sous son propre poids et s'écrouler. Moi, je me souviens d'une boîte qui s'appelait, je sais pas, vous êtes plus jeune que moi, donc vous ne savez peut-être pas, il y a une boîte qui s'appelait Groupon, qui faisait de l'achat groupé à l'époque. Je crois que ça existe encore un tout petit peu, mais à l'époque, ils balançaient des milliards. En plus, ils avaient levé des milliards. C'était la croissance la plus rapide de l'histoire. Je me souviens, ils s'inventaient. Et en fait, c'était bâti que sur du vent, puisque toute leur énergie était orientée sur la publicité des commerciaux. Il n'y avait que des commerciaux chez eux. Et donc, la boîte, c'est vraiment… Mais j'ai participé au lancement de Groupon. C'est vrai. Ouais, carrément. C'est assez rigolo que tu balances ce point-là. C'est parce qu'en effet, j'avais bossé pour Rocket Internet et j'avais bossé en effet sur le lancement de Groupon. Et c'est hyper intéressant que tu donnes ce point parce que du coup, j'ai eu la vision de l'intérieur de comment on faisait pour faire hyper vite et pourquoi le truc a… Et pourquoi… bref, vas-y. On t'écoute, mais… tu rebondiras après, mais ça m'intéresse d'avoir le truc. Parce que moi aussi, figure-toi que moi, Rocket, j'ai failli y aller aussi. Mais j'ai bifurqué au dernier moment. Mais j'ai failli… c'était… Mais clairement, il y a un syndrome Rocket Internet aujourd'hui sur la volonté de croissance à tout prix. Et c'est assez intéressant de voir ce que toutes les boîtes de Rocket, beaucoup sont devenues, justement à cause de ça, quoi. La deuxième chose sur pourquoi il faut en finir avec cette idée, c'est que, je parlais tout à l'heure, je commençais à aborder le sujet du rythme de travail, mais rien que pour ça, quoi. Rien que pour le rythme et la pression que ça met sur les salariés. Toutes les boîtes aujourd'hui qui lèvent trop d'argent, franchement, c'est quasiment corrélé avec vie de merde au bureau. Il y a vraiment quelque chose qui est… parce que c'est un peu inévitable. Quand il faut faire x2 à la fin de l'année, ça veut dire qu'on doit travailler beaucoup. Travailler beaucoup, beaucoup plus. Et on n'a pas, voilà, on a qu'une vie. Et donc, ça, il faut en prendre compte. Mais ce n'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est bien sûr que l'argument est environnemental, quoi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est que produire, c'est polluer. Donc, toute entreprise qui voudra grossir, qui voudra avoir une stratégie de volume, inéluctablement, c'est celle qui polluera le plus et le plus vite. Et donc, c'est pour ça que je vous le disais, sur Loom, aujourd'hui, on a cette volonté de jamais inciter à consommer pour essayer d'un peu de… notre volonté, ça serait que la taille du marché textile soit divisée par 3 en 30 ans, quoi. C'est la seule manière de respecter l'accord de Paris. Il n'y a pas d'autres solutions à envisager. Tout le reste est, je pense, un leurre. Et donc, la conclusion de ce conseil, pour moi, c'est juste un truc aussi à retenir, c'est que la taille optimale d'une entreprise, ce n'est pas sa taille maximale. Et ça, aujourd'hui, c'est juste jamais entendu, quoi.
Alors bien sûr, si vous êtes une industrie automobile, ouais, bien sûr, il faut la taille minimum pour une usine, il faut être relativement gros. Encore que je ne sais pas si les dernières méga fusions ont du sens, mais en tout cas, il faut avoir une certaine taille. En revanche, si vous avez une marque de fringues, ça n'a juste aucun sens de vouloir être dans une course à la taille. Ça n'apporte rien. Enfin, je vois, nous, qu'on commande 1000 ou 10 000 pièces, ça ne change rien au prix. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle dans les usines, hein, puisqu'il y a des coûts variables pour coudre un vêtement. Je veux dire, c'est la même chose qu'il y en ait 1000 ou 10 000. Quelques économies quand même sur la fabrication des matières premières, mais elles ne sont pas si énormes. Et puis, derrière, en revanche, il y a énormément de ce qu'on appelle enfin, on entend souvent parler d'économies d'échelle, mais on n'entend pas parler des déséconomies d'échelle, qui sont presque aussi importantes. C'est-à-dire qu'une sorte d'effet de seuil où, en fait, c'est intéressant d'avoir une certaine taille, et puis après, c'est plus intéressant, ça redescend. C'est quoi les économies d'échelle? C'est par exemple les effets sur, je sais pas, dans une grosse boîte, si vous l'avez déjà vécu dans une grosse boîte, vous avez les effets de politique interne, de galère de communication, de manque de motivation des salariés, et qui sont des choses hyper importantes. Donc il faut toujours se dire, OK, enfin, nous, pour Loom, on s'est dit, franchement, je pense que si on est 20 personnes, on pense à une taille optimale. Et on ne veut pas aller au-delà. Parce qu'au-delà, je pense qu'on va avoir un impact peut-être négatif sur le prix de nos vêtements, à qualité égale, en tout cas. On pense que les gens seront peut-être moins motivés, qu'on se connaîtra moins, et puis que nous, juste au quotidien, ce sera moins intéressant. Donc voilà pour ce premier conseil. Deuxième conseil qui est un peu un corollaire, alors là, c'est un peu une espèce de gros tabou aussi en école, mais c'est la question du salaire. Donc j'en avais parlé à Pierre la fois que j'ai vu, mais chez Loom, on a fait un choix qui est assez fort, c'est-à-dire qu'on a plafonné nos salaires. On les a plafonnés. Aujourd'hui, nous, à 5 fois le SMIC, qui est à peu près, 5 fois le SMIC français, à peu près 7 mois le SMIC portugais. Et pourquoi je dis portugais? Parce que c'est on va dire 70% des jeunes qui travaillent pour nous sont au Portugal. Et donc, ça n'aurait pas de sens de différencier un humain qui est au Portugal a autant d'importance qu'un humain qui est en France. Donc aussi, on fait attention à ne pas avoir trop d'écart de salaire par rapport aux ouvrières qui concrètement vont aller coudre nos chemises. Voilà, aujourd'hui, on accepte de plafonner certains excès. Je sais pas, on va plafonner n'importe quoi, mais une limitation de vitesse, c'est OK. Par contre, l'excès du salaire, il y a une sorte de tabou, on se dit non. Bon, il y a peut-être, c'est peut-être un peu mélanchoniste de dire ça, parce que lui, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être un des seuls qui dit on va plafonner les salaires de 1 à 20, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé, qui est pourtant intéressant. Et je vais vous dérouler un peu les raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant. La première des raisons, c'est un peu en lien avec le sujet que j'ai abordé tout à l'heure sur la taille, c'est que si on n'a rien à gagner à faire une entreprise toujours plus grosse, c'est-à-dire que si on peut pas, ça n'a pas d'impact sur le salaire, ça va forcément nous éviter de mettre en place des actions qui vont y arriver. En fait, c'est pourquoi mettre la pression aux équipes, pourquoi mettre la pression aux fournisseurs si à la fin, ça ne change rien à ce qu'il y a en bas de sa fiche de paie. Et deuxième chose sur l'environnement, c'est qu'il y a un fait scientifique qu'on oublie aussi souvent, c'est que les plus riches polluent beaucoup plus que les autres. Enfin, en gros, il y a une corrélation, on pollue à peu près à hauteur de son salaire. C'est logique. Je veux dire, si à la fin on a de l'argent, on le dépense. En général, on peut l'épargner, mais la plupart on le dépense. Et on le dépense en quoi? En superflu, en voyage en avion, en avoir une maison un peu plus grande, une voiture un peu plus grande, voire plusieurs maisons, etc. etc. Ça, c'est de la pollution directe. C'est assez flagrant. C'est à la fois une pollution qui existe dans, au sein de nos pays développés, et puis de manière générale, entre les pays développés et les pays qui le sont moins. Enfin, si on peut parler du terme développement, je le mets entre guillemets. Deuxième chose, et ça qui est intéressant, c'est encore une fois, tout simplement en termes business. Aujourd'hui, l'argument classique qui veut qu'on fasse des très hauts revenus, c'est parce qu'on se dit ça va nous aider à créer beaucoup plus de valeur. En tout cas, on va renier les meilleurs talents qui vont créer plus de valeur. Je pense que c'est quand même oublier que 90% des gens qui n'ont pas ces revenus en entreprise participent aussi à la création de valeur, et je pense qu'ils le participent autant, voire plus. Or, moi je vois, le fait de dire chez Loom, il n'y a pas les salaires de moi et Julia qui sont les fondateurs ne sont pas déconnants.
Ben, si, ça permet de garder une forme de motivation d'esprit d'équipe. Il n'y a pas cette perception d'injustice qui est aujourd'hui hyper forte sur les zones de grosses boîtes. Il y a énormément de sources de démotivation qui sont regarde à quel point, regarde son niveau de salaire, regarde c'est n'importe quoi, il gagne beaucoup trop par rapport à ce qu'il fait. Et il y a aussi ce fait que, de manière globale, enfin au-delà de ça, si on se dit que les plus hauts salaires, mettons que les 10% des plus hauts salaires sont plafonnés, ça permet, à masse salariale égale, et ça c'est assez magique, de payer tout le monde plus. Aujourd'hui, la courbe de salaire dans une entreprise, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est en bas de l'échelle, les gens sont peu payés, et les très hauts salaires peuvent être très bien payés, 300, 400, 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, les salaires, surtout dans les grosses boîtes, montent à plusieurs millions d'euros. Mais s'il n'y a pas ces salaires, c'est assez mécanique et mathématique, c'est-à-dire que tout le reste est mieux payé. Donc, moi aujourd'hui, chez Loom, forcément, on se paye relativement peu, mais en tout cas, on peut payer 90% des gens mieux que sur le marché. Donc, ça permet d'avoir, en théorie, les meilleurs. Et puis, je dirais un dernier argument qui est l'argument de l'épanouissement personnel, c'est-à-dire que juste ne pas orienter, ne pas avoir cette injonction sociale à toujours être promu et gagner plus, ça incite aussi à aller chercher les bons objectifs de vie. C'est-à-dire à se dire que, en fait, ma question, c'est pas comment je vais être promu pour gagner plus, mais c'est qu'est-ce qui me motive vraiment, qu'est-ce que je peux aller apprendre, comment je peux vivre des expériences différentes avec mes amis, est-ce que peut-être la source de mon bonheur, c'est pas plutôt d'apprendre la menuiserie ou de faire un tour à vélo. Et ça, je pense, c'est presque égoïste de dire ça, mais le fait de vraiment de plafonner son salaire, ça invite à se poser les bonnes questions et à juste à pas se tromper. Voilà pour la partie salaire. Maintenant, il y a une partie, troisième conseil que je trouvais intéressant, c'est sur la concurrence. Moi, je me souviens quand j'étais en école, on nous parlait, c'était tout le temps avec ces matrices de regarder ce que la concurrence fait, surveiller ce qui se passe. Chez Loom, on a aussi une position assez forte sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on ne regarde jamais, ou presque, ce que fait la concurrence. On n'est pas abonné aux newsletters des concurrents, on ne suit pas les comptes Insta, on regarde pas, on ne va pas chercher des sources d'inspiration là-bas. En revanche, nous, pour s'inspirer, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir notre horizon à des choses différentes. Moi, par exemple, c'est juste lire énormément de livres. Je pense que moi, j'alloue peut-être 30% de mon temps de travail à la lecture de livres. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment ça qui me permet de sortir de mon quotidien et d'avoir un impact vraiment différent et de faire les choses vraiment finalement différentes de ce que font les autres. Si je prends, je sais pas, là, je vous ai parlé beaucoup début de taille d'entreprise, de niveau de salaire, ça par exemple, c'est des idées qui sont directement inspirées des penseurs des 70, comme Schumacher sur Small is Beautiful. Et je pense que ça, j'aurais pas pu, je veux dire, ce qui peut représenter des idées en rupture, c'est des choses qui existent déjà, simplement des choses qu'on n'entend pas dans un univers entrepreneurial, un univers business. Mais c'est des idées qui sont construites et qui sont déjà là. Et du coup, alors, les deux raisons principales pour ne pas regarder la concurrence, c'est l'innovation. C'est comme si on peut reprendre la métaphore du vélo, si on regarde son voisin, on finit par tomber. Par contre, si on regarde l'horizon, on peut s'inspirer de manière beaucoup plus large et filer droit. En fait, si tout le monde fait déjà quelque chose, de toute façon, c'est déjà trop tard. Et moi, c'est je trouve ça, je ne sais pas si vous connaissez la notion de DNVB. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, il s'appelle Digital Native Vertical Brand. C'est un nom un peu pompeux pour dire en gros les marques qui sont nées sur le digital. Aujourd'hui, elles ont toutes la même stratégie qui est de solliciter les mêmes agences pour créer leur site internet, ensuite de créer le même genre de produit, avoir la même DA et faire la pub exactement au même endroit. Donc aujourd'hui, les seuls gagnants de la folie des DNVB, aujourd'hui, c'est Facebook avec les Instagram et les Facebook Ads, c'est JC Deco avec les affiches et la RATP avec les pubs dans le métro. Puis sinon, en fait, tout le monde y perd. Parce que tout le monde regarde exactement et tout le monde se surveille. Enfin, moi, je vois, tout le monde se surveille les uns les autres. Dès qu'il y a un mouvement, les gens s'imitent, tout ça. Donc ça, enfin, je veux dire, au lieu, ça qui est assez intéressant dans les DNVB,
au lieu d'innover sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le produit, les gens innovent sur la façon de enfin, innovent, juste, c'est une sorte de surenchère de publicité. Alors qu'il y aurait plein de choses à faire sur les produits. Enfin, je parlais du jean tout à l'heure, je veux dire, enfin, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, faire de la R&D sur un jean, on l'a fait, ça demande juste un petit peu de volonté, mais moi, je préfère 1000 fois, investir mon budget sur de la R&D que sur la publicité. Deuxième chose sur pourquoi c'est important de ne pas regarder les concurrents, je pense c'est que, on doit changer de modèle d'entreprise. On doit construire aujourd'hui un modèle d'entreprise plus durable. On a besoin juste d'un vrai renversement de modèle. Aujourd'hui, si on regarde les autres, on risque juste de répliquer ce qu'elles font, voire pire. On va vouloir aller toujours plus vite que les autres, tomber dans un engrenage. Là, je veux dire, il y a des 1000 exemples aujourd'hui de ce qui se passe sur ce sujet-là, mais si on prend les startups, les Deliveroo, Uber Eats, ou sur les Lime et tous les autres loueurs de trottinettes, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a totalement, on a parfois oublié le consommateur. On a juste, ces boîtes-là étaient juste dans une optique de vouloir conquérir le monde, au péril de l'environnement, il suffit de regarder les tas géants de trottinettes pourries et abîmées qui en Chine ou ailleurs. C'est juste, voilà, on regarde la concurrence et on veut courir le monde. On a un mauvais état d'esprit. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que, mais c'est pareil, parce que maintenant, nous, on innove sur l'eau, mais du coup, ce qui est positif, hein, c'est qu'il y a plein de marques plein de marques regardent ce qu'on fait, mais au lieu de regarder ce qu'on fait, ce serait plus intéressant qu'elles aillent elles-mêmes chercher des sources d'inspiration ailleurs. Voilà pour un troisième conseil. Je vais en donner un dernier. Qui est ne jamais mentir, ou en tout cas exagérer pour convaincre. Il y a un bouquin que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle « La théorie du tube de dentifrice », qui a été écrit par Peter Singer, qui est pionnier du mouvement de la protection de la cause animale aux États-Unis. Il a écrit un livre sur un mec qui s'appelle Henri Spira. Et Henri Spira, lui, il a mené des actions assez incroyables pour défendre la cause animale aux États-Unis. Il a réussi à faire plier des groupes énormes comme McDonald's sur leur pratique et sur la souffrance animale. Et en fait, c'est intéressant de voir les leçons et de voir comment il a fait. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, une des règles absolues qui s'était fixée pour convaincre, c'est de ne jamais être pris à défaut. D'avoir toujours des sources irréprochables. Et il était capable lui-même à la télévision d'admettre certaines de ses faiblesses dans son raisonnement plutôt que de mentir. Donc, il allait toujours vérifier ses infos à la source. Et nous, ça, on a trouvé, moi, ce livre m'avait vraiment fasciné, j'avais trouvé ça intéressant. C'est une règle dès le départ qu'on s'est fixé sur Loom. Un des premiers articles qu'on a écrit, c'est pourquoi H&M se moque bien de nous. Et c'est la suite d'un t-shirt qu'avait lancé H&M qui s'appelait « Il n'y a pas de planète B », qui nous avait fait un peu rigoler. Et donc, on avait voulu répondre point par point à tous leurs arguments. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que à chaque fois qu'on avait un argument, on essayait de comprendre la source. Notamment, il y avait un chiffre qu'on entendait tout le temps, vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'industrie de la mode, c'est l'industrie de la mode est la deuxième la plus polluante du monde. Alors, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas vrai non plus. On ne sait pas d'où ça vient, ça veut rien dire. Deuxième industrie polluante, en termes de quoi, sur quels critères, on ne sait pas. Et ça, on avait juste mis, je me souviens, à la fin, une petite note en disant que cette affirmation était dénuée de fondement et on ne comprenait pas trop d'où ça venait, on expliquait pourquoi. Et en fait, depuis, rien que cette footnote qu'on a mise dans l'article, il y a plusieurs journalistes qui nous ont dit c'est après avoir lu cette footnote dans votre article que je vous ai confiance et que je vous ai demandé un entretien. Parce que tout le monde dit le même bullshit là-dessus. Personne remet en question. Tout le monde dit en fait, parce que n'importe quelle marque de mode, ça l'arrange bien de dire c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, parce que ça va dans son sens. Mais en fait, l'idée, c'est juste de dire non, mais est-ce que c'est pas exagéré, est-ce que c'est factuel? Donc, il faut essayer toujours de revenir à la base sur les faits, même si ça ne va pas dans son sens, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on s'achète, qu'on se donne une crédibilité. Aujourd'hui, moi, je suis assez révolté, du coup, dans l'industrie de la mode
je ne sais pas si vous avez entendu parler, par un rapport qui s'appelle le Fashion Pact. Le Fashion Pact, donc signé au G7 de Biarritz par Macron et Pinault de Kering. Et donc, c'est intéressant, c'est l'industrie de la mode qui prétend s'autoréguler pour respecter les accords de Paris. Et en prenant des actions qui sont totalement dénuées enfin, en tout cas, qui visent, en tout cas, peut-être une assiette de 10 ou 20% des émissions en oubliant tout le reste. Et ça, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est symptomatique aujourd'hui de ce qui se passe dans l'industrie de la mode, c'est-à-dire que, ou dans n'importe quelle industrie, c'est-à-dire qu'on on fait ce qui nous arrange bien, sans vouloir regarder les faits, sans vouloir regarder la réalité. Et résultat, on n'est plus crédible. C'est-à-dire qu'on ne nous écoute plus, donc ni les journalistes, mais au bout d'un moment, ni les consommateurs, quoi. Parce que les consommateurs, au bout d'un moment, ils comprennent qu'il y a du greenwashing. Donc nous, notre idée là-dessus, s'il y a une leçon qui est intéressante, c'est que pour essayer de trouver cette vérité, on essaie au maximum d'écrire nos idées, de les coucher sur le papier. Donc on écrit beaucoup d'articles parce que ça nous permet d'avoir vraiment une vraie trame de raisonnement, de regarder où c'est faux, de se remettre en question, de se challenger. On les fait lire à plein de personnes. Pour voir, pour vraiment s'approcher au plus pour être le plus inattaquable possible. Aujourd'hui, on voit que c'est ça qui nous sert, parce que c'est pour ça qu'on est identifié à la fois par les politiques et les journalistes comme des références sur le sujet. Voilà, donc, bon, tout ce que je vous ai dit, j'imagine que vous dites que c'est un petit peu, enfin, j'imagine que ce n'est pas un discours classique dans le monde de l'entreprise. Mais je pense qu'il est aujourd'hui essentiel de renverser le modèle de l'entreprise tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que juste de prôner des valeurs de sobriété, juste de vouloir juste faire mieux, pas forcément plus. De montrer, de montrer qu'il peut y avoir un contre-discours face au discours dominant et montrer que ça marche. Donc, sur Loom, on essaye aujourd'hui... l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a un modèle d'entreprise qui est viable, et qui est inspirant et qui soit pas forcément celui qui nous conduit à la catastrophe. Voilà, merci. Je vous laisse maintenant, du coup, me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai été, volontairement, bien sûr, j'ai pas été toujours dans la demi-mesure dans ce que je dis, mais je pense que c'est bien de nous faire réfléchir. Enfin, en tout cas, les extrêmes permettent de nous faire réfléchir. En tout cas, les discours radicaux qui se rapprochent de la racine nous aident à réfléchir. Merci Guillaume, je vois qu'il y a plein de réactions, plein d'applaudissements et plein de demandes. Alors, je ne vais pas faire le partage de la parole. Je vous laisse juste, ça sera beaucoup plus sympa, même si un peu plus brouillon, si vous interagissez, vous posez les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à interrompre aussi Guillaume quand il donne ses réponses. Moi, on m'entend assez sinon, donc je me tais. Guillaume, j'aimerais bien vous poser une question quant au financement que vous avez fait avec vos clients directement. Est-ce que vous pensez que ça vous a donné plus de liberté plutôt que de faire un financement classique avec une entreprise de venture capital, par exemple? Pour nous, c'était exactement l'objectif. C'était lever en financement participatif permet d'acheter notre liberté. Et permet, il y a pas mal d'avantages au financement participatif. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est beaucoup plus rapide que d'être financé par des fonds, puisqu'il n'y a pas, parce qu'en gros, on fait un effort une fois qui est de présenter notre démarche, et puis après, derrière, les gens investissent ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de faire ce roadshow. Deuxième avantage, c'est qu'on n'est pas pieds et mains liés avec un fonds d'investissement qui va avoir un horizon de temps bien défini, parce que lui-même, c'est pas par hasard qu'il fait ça, le fonds d'investissement, c'est parce que lui-même a ce qu'on appelle des limited partners, c'est-à-dire des gens qui ont des boîtes d'assurance, qui investissent dans ce fonds et qui vont réclamer leur argent au bout d'une période qui est maximale de 10 ans en général. Et la troisième chose qui est intéressante sur le financement participatif, c'est que c'est qu'on devient, et nous on ne l'avait pas trop vu venir, mais
on ne devient plus une marque top-down, mais on devient une vraie marque communautaire. C'est-à-dire que les investisseurs deviennent vraiment des ambassadeurs. Et nous, on le ressent vraiment au quotidien. Enfin, on fait un reporting, en gros, 2 fois par an. On leur envoie un grand rapport. Et c'est hyper intéressant de voir les réactions, de voir comment ils partagent la marque, comment ils nous aident, etc. Donc, la formulation d'un investissement, d'un financement participatif prend quelle forme en termes de produits financiers, par exemple? C'est des actions. Enfin, il y a 2 façons de le faire, hein. Nous, c'est des actions. On a cédé 20% du capital à 600 actionnaires, donc qui ont mis à peu près 1 000 € chacun. Enfin, ça va de 100 à 10 000. Mais aujourd'hui, on observe qu'il y a aussi, on peut le faire ce qu'on appelle en obligation. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on faisait de la dette. C'est-à-dire au lieu que ce soit la banque qui nous prête de l'argent, c'est une communauté qui nous prête de l'argent et on lui rend X% chaque année, quoi. Donc, c'est des taux, voilà. Ça, c'est pour les boîtes qui sont en général un peu plus matures parce qu'il y a un horizon, elles ont un horizon, un historique financier qui permet d'avoir des flux financiers à l'avenir qui sont plus prédictibles. Donc typiquement, c'est une boîte qui a plus de 3-4 ans d'ancienneté, qui monte un taux de croissance intéressant ou qui monte même plutôt une rentabilité. Là, il peut y avoir des obligations. Merci. Il y a beaucoup de NVB qui font ce type de campagne. Ouais, alors de plus en plus. Alors le modèle majoritaire quand même de financement de DNVB, c'est quand même pas mal de levée de fonds. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les fonds ne veulent plus prêter au DNVB parce qu'il y en a pas mal qui se sont écroulés aux États-Unis. Donc maintenant, il y a pas mal de DNVB qui se tournent. Et pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant, hein, pourquoi aujourd'hui les DNVB ont du mal à lever, c'est parce que, aujourd'hui, le modèle économique est terriblement compliqué parce qu'une énorme partie de leur budget part en investissement marketing. En gros, part dans la poche faut exagérer un peu, mais part dans la poche d'Instagram, quoi. Donc ouais. Voilà, donc Et il y a aussi l'objectif de créer une communauté, de faire participer la communauté en donnant la possibilité d'investir. Bien sûr. Non, bien sûr, oui, il y a un objectif. Enfin, oui, c'est à la fois financier, et marketing. Mais ouais, il y en a, mais oui, mais il y en a plusieurs. Mais moi, je trouve que c'est une super chose aujourd'hui que les marques puissent faire ça, hein. Enfin, les gens n'ont jamais eu autant d'épargne en France, surtout depuis 1 an. Donc il y a, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'argent chez les épargnants et beaucoup de gens qui cherchent à investir leur argent de façon durable. Est-ce que c'est de façon à donner, ils veulent, comme disaient les pubs, hein, donner un sens à leur argent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont assez d'argent pour investir, mais aujourd'hui, malheureusement, les moyens pour investir, c'est beaucoup de greenwashing. Il y a très, très peu de solutions. Et les seules choses, en vrai, franchement, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont vraiment ancrées dans l'économie réelle. Et souvent, le financement participatif, c'est une bonne option, je trouve. Merci beaucoup, hein, pour votre réponse. J'ai plusieurs questions. Déjà, comme vous l'avez dit, c'est un discours qui est quand même assez extrême. C'est un peu pessimiste sur l'écosystème startup et des compagnies en général. Ça ressemble un peu à celui de Grégoire Gambato. Je ne sais pas si vous voyez, qui est cofondateur de Germinal sur la recherche à la croissance à tout prix n'est pas nécessaire, lever des fonds auprès des investisseurs. Et moi, j'avais une question tout d'abord sur votre parcours. Comment, après plusieurs années en conseil en strat, vous êtes arrivé à décider d'avoir un impact un peu plus sur le monde, sur la mode? C'est vrai que c'est un parcours qui est quand même assez intéressant. Et dans une deuxième période, pourquoi vous souhaitez plafonner la taille de votre entreprise? Parce que c'est vrai qu'en cours avec M. Pertou, on a vu le cas de Patagonia, qui dans l'idée, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de consommer moins mais mieux. Et pourquoi vous n'avez pas une volonté de vous étendre à d'autres pays, à ouvrir des magasins, par exemple, un peu comme le slip français l'a fait. Et dans un dernier point, c'était au niveau des salaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plafonné les salaires, mais quand on est fondateur de start-up, la principale richesse qu'on crée, c'est lorsqu'on revend la boîte avec les parts en action que vous avez.
Et du coup, est-ce que vous faites participer vos employés avec des BSPCE ou... Ouais. Ok, donc ouais, trois questions. Alors, donc il y en a plein qui sont en conseil. Moi, le conseil en stratégie, en effet, j'en ai fait à peu près 3 ans. Moi, le conseil de façon, de manière générale, hein, le constat que j'en ai fait, c'est que moi, c'est pas là où je me suis épanoui, et je pense que c'est assez difficile globalement. Enfin, j'ai vu assez peu de personnes vraiment pleinement épanouies en conseil, parce que je pense que c'est très difficile, parce qu'on est, enfin, vous savez, on n'est pas en prise avec l'économie réelle, quoi. Je veux dire, on est assez déconnecté du quotidien, que ce soit quotidien concrètement enfin, que ce soit d'une usine ou de service à la personne et en fait, enfin, moi, je remarque, enfin, aujourd'hui, ce qui me rend le plus heureux, en tout cas, enfin, je pense qu'on est vraiment des êtres de chair et d'os, hein. Ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est quand je suis en contact vraiment avec une usine, que je regarde les machines, ou que je suis avec un produit, que je fais de la R&D, ou que, voilà, et du coup, moi, j'étais assez frustré, voilà, d'être derrière un écran d'ordi toute la journée. Et donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit beaucoup plus concret, de faire quelque chose avec mes mains. Et donc, ça a commencé, enfin, première du coup en aventure entrepreneuriale avec le média Merci Alfred, mais puis après deuxième aventure aujourd'hui. Mais je pense que le fil rouge, ouais, c'était ça. C'était vraiment être ancré dans le réel. Sur la deuxième question, qui est sur le plafonnement de la taille d'entreprise, alors on n'a pas plafonné la taille de l'entreprise. On a plafonné, en tout cas, on n'a pas la croissance pour objectif. La croissance peut être une résultante d'un bon produit, mais c'est pas un objectif en soi. Et c'est ça le problème, je pense, aujourd'hui. Ce qu'on identifie, c'est que la croissance est un objectif en soi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « je veux faire un bon produit » et un produit qui va faire plaisir au consommateur, qui va remplir ses attentes. Non, on dit « je veux faire x2 l'année prochaine, quoi qu'il arrive ». Ça, moi, je l'ai vécu, enfin, voilà, je l'ai vécu justement dans le média, hein, où on avait été, nous, enfin, on a été racheté par un groupe allemand qui s'appelle Axel Springer, puis par TF1. Enfin, je l'ai vécu, je veux dire, je sais ce que ça fait, je sais l'impact que ça a sur les équipes, je sais l'impact que ça a sur la qualité des produits. Je pense que ça peut tuer des boîtes, et je l'ai vécu, et j'ai 1000 exemples d'entrepreneurs autour de moi qui ont vécu exactement la même chose. Franchement, on n'est pas loin. Enfin, je veux dire, il y a presque une règle d'or, hein, là-dessus. Franchement, à partir du moment où vous avez des grosses attentes de croissance, c'est vraiment périlleux à la fois pour les gens qui y travaillent, pour les sociétés et pour l'environnement. Quand vous avez dit, Pardon ? quand vous dites que vous souhaitez plafonner à 20 la taille de l'entreprise, ça c'est Ouais. dans un premier temps. Alors, oui. Alors, ça, oui, pardon, c'est un nombre de salariés. Ouais, ouais. Alors, c'est pas un plafond, hein, mais oui, disons que c'est un. Ouais, enfin, en tout cas, je serais heureux autour de 20 salariés. Mais donc, ça ne veut pas dire. Enfin, ouais, après, 20 salariés ne veut pas dire limitation du chiffre d'affaires. Enfin, c'est là où j'entends. Après, je veux dire, on peut. Enfin, il y a une boîte. Il y a plusieurs boîtes. Il y a une boîte, je sais pas, qui s'appelle l'Amazona. Je ne sais pas si vous la connaissez. Des cosmétiques solides. C'est intéressant. Elle, là, ils sont 50 ou 60. Et elle a dit, je plafonne. Elle, par contre, a dit, je plafonne à 150. Et je trouve ça intéressant comme logique, hein, parce qu'elle dit, voilà, elle sait qu'au-delà de ça, elle rentrera dans une sorte de logique de grosse boîte qui ne lui fait pas du tout envie et qui est plutôt néfaste d'un point de vue global. Donc franchement, ça s'entend. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'un certain stade, soit on recrute quelqu'un, soit on peut se dire, j'automatise une tâche je sais pas, pour faire plus. Ou on peut simplement se dire, en effet, oui, pourquoi pas. Si, pourquoi pas, en effet, 20 salariés, peut-être que ça va plafonner, j'en sais rien. Moi, notre chiffre d'affaires à 100 millions d'euros, je passe 100 millions d'euros, ce sera largement assez. Euh, Pas besoin d'aller plus loin. Et dernière question, qui était sur, en effet, la logique que, en tant qu'entrepreneur, a priori, enfin, moi, en ce qui me concerne, du coup, moi, on a 70% des parts avec Julia, avec mon associé, donc j'ai 35%. En effet, en théorie, la valeur
pour un entrepreneur, elle vient des parts qu'on a. Nous, c'est une vraie question qu'on se pose. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a. Enfin, déjà, les salariés, bien sûr, sont tous intéressés. Aussi, ont tous des parts dans l'entreprise. Et après, bien sûr, la logique, si vous parlez de gouvernance, bien sûr, il y a une logique qui nous intéresse et auquel on pense beaucoup, c'est la logique de coopérative, quoi, de scope ou de SKIC, comme on dit, quand on inclut les fournisseurs, les clients. Pour moi, c'est quelque chose qui serait logique, je sais pas, qui serait logique à mettre en place. On se pose des questions sur la meilleure façon de le faire. Mais en tout cas, pour avoir une vraie vision long terme, on pense que c'est intéressant. Et voilà, donc, après, la question, ce sera comment on distribue la valeur le plus justement possible entre tout le monde. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question. C'est bon? Vous avez... Ouais. Bah, merci déjà, parce que je trouve que, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je trouve ça assez agréable d'entendre ce genre de discours qu'on n'entend pas, en effet, pas beaucoup. Et moi, j'avais une question. Alors, je suis assez admiratif de tous ces acteurs qui vont un peu à l'encontre d'un système tout entier. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait des moments où vous baissez pas un peu les bras, vous êtes découragé, parce que la personne contre qui vous vous battez, en fait, c'est tellement gros, c'est un système tellement vaste, dont beaucoup de personnes en tirent beaucoup d'intérêt et qui vont complètement à l'encontre des vôtres et à l'encontre de votre mission. Je voulais savoir si, ça arrive que vous vous découragiez, et la deuxième, si oui, comment vous faites, comment vous faites pour repartir, quoi. Ouais. Alors, personnellement, moi, ce qui me découragerait, c'est de ne pas agir. C'est-à-dire qu'enfin, franchement, le meilleur remède au désespoir et à la dépression, c'est l'action, quoi. Voilà, pour moi, Loom, pour moi, c'est de l'espoir actif, quoi. C'est-à-dire ce qui m'empêche, c'est ce qui m'empêche de me dire tout est foutu. Et voilà. Même si je me dis, après, c'est dur à entendre, mais d'un point de vue rationnel, je me dis, ouais, il y a en effet une toute petite proportion de chances que ça marche, qu'on ait vraiment un impact, qu'on déclenche quelque chose, etc. Mais c'est ça quand même, c'est peut-être l'esprit humain et c'est ça qui me fait croire au futur. Et après, sur la partie, est-ce que ça donne vraiment du désespoir? Non, franchement, on a sur Slack, on a des channels, on a un channel qui est ce qu'on appelle un love wall. Donc, ça part de nos clients tous les jours. Franchement, on reçoit au moins 5 ou 6 pavés gros comme ça de clients qui nous disent merci d'exister. Et voilà, franchement, pour nous, c'est des ego boosts de malades. Et deux, on a même un channel qui s'appelle Réveillez-vous. Alors, c'est plus les gens non, je crois que c'est comment? C'est Ils se réveillent. Et c'est plus des étudiants ou des entrepreneurs et plein de gens, des grosses boîtes du fast fashion qui disent franchement, je suis coincé dans ces boîtes-là. Je ne peux rien faire, mais sachez que je suis tout cœur avec vous. Et on a franchement, quasiment, je pense qu'on a eu des messages de quasiment toutes les boîtes de mode, quoi, qui me disent vous avez raison, quoi. Mais moi, je suis coincé et si je pouvais sortir de là, je le ferais, mais je ne peux pas parce que c'est hyper compliqué de faire bouger les choses de l'intérieur. Mais en tout cas, voilà. Enfin, en tout cas, des ego boosts, je veux dire, on en a un paquet. Et c'est ça qui nous, franchement, c'est ça qui nous booste au quotidien, quoi. Et après, oui, bien sûr, on fait des tables rondes avec des boomers de grosses boîtes qui essaient de nous apprendre la vie. Mais en fait, franchement, à la fin, les gens, ils applaudissent pas eux, quoi. Ils applaudissent nous. Enfin, il y a un truc. Enfin, c'est pas moi qui fais les speeches, c'est Julia qui les fait, mais il y a vraiment un truc où, on sent quand même. Enfin, ce qui est agréable, c'est de sentir qu'il y a une rupture, un changement, quoi. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant. Alors, j'ai dans vos missions qui sont sympas et essayer de changer l'industrie du retail et de la fashion, il y a énormément à faire. Mais est-ce que vous pensez pas que mettre des limites de croissance, mettre des limites de taille en fait dans votre entreprise, bien sûr, ça c'est peut-être un objectif personnel, mais du coup, votre impact en fait sur l'industrie, il va être limité parce qu'en fait, si vous devenez un peu plus gros et que vous allez en fait faire peur entre guillemets à ces fast fashion, à ces marques de luxe ou de luxe abordable, etc. Est-ce que là, en fait, vous n'allez pas votre impact
l'impact qui va pas être un peu plus fort et justement ces personnes qui sont de l'intérieur et disent ouais on peut pas changer, on peut rien faire. Et ben justement quand si jamais Loom prend en taille, pourquoi est-ce que c'est pas intéressant finalement et est-ce que ça va pas un peu challenger les big players un peu d'une manière un peu plus Ouais. intéressante? Ouais, bah, ça c'est un débat qu'on a beaucoup sur, en gros, bah, plus on est gros, plus on impacte, donc plus on a d'impact, donc il faut être plus gros. Et en effet, Patagonia aujourd'hui, si Pierre en parlait, ouais, il y a un peu de ça, quoi. Patagonia, ils se mettent pas vraiment de limite à leur croissance, encore que les années 90 ou 2000, Yvon Chouinard, le fondateur, avait plafonné à 5% la croissance. Alors, je crois que c'est voilà, pour justement parce qu'ils se sont rendus compte des excès que ça pouvait créer. Je crois que c'est aujourd'hui, ils en sont un peu revenus. Non, en fait, il y a deux façons d'avoir un impact. Nous, ce qu'on se dit, c'est soit en effet par la taille, mais nous, on a la conviction que si on fait une course à la taille, au final, on fera les mêmes erreurs que les autres et on reviendra sur un modèle de société qui n'est pas celui dont on rêve, quoi. Enfin, je pense que on croit beaucoup plus. En fait, notre idée, c'est on pense qu'un écosystème sain, c'est un écosystème comme une forêt avec plein d'arbres qui sont tous différents les uns des autres, taille respectable. Ce n'est pas un tronc énorme qui écrase tous les autres. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est plus inspiré par notre modèle et par nos idées, plein de petites boîtes, quoi, plein d'écosystèmes. On ne veut pas aller, je veux dire, on sait que si Loom, si on va à l'étranger, là, si on traduit notre site en 15 langues, si on ouvre des entrepôts logistiques, on va commencer à créer de la complexité. Ce que ça veut dire, c'est vu qu'on va avoir des plus gros volumes, on va devoir, nous, aller voir des usines qui ont des plus gros volumes. Or, les usines qui ont plus gros volumes, c'est des usines en Asie qui ont ces dérives-là. En fait, je pense que c'est un leurre aujourd'hui. Après, c'est presque une conviction philosophique et politique, mais je pense que c'est un leurre aujourd'hui. Ce côté un peu tech for good, on lève des centaines de millions et je pense pas que c'est. Je pense qu'on va juste remplacer peut-être des acteurs très gros par des acteurs très gros, peut-être qui font les choses un peu mieux. Et je pense pas qu'on va changer vraiment de modèle. Voilà. Il faut créer un écosystème alors de petites entreprises qui font comme vous. Alors. Ouais, Une sorte de c'est ça. Non, mais nous, requête internet pour Loom et tout ça. Ouais, des startup studios. Non, mais c'est un peu franchement, nous, on n'est pas les seuls à avoir ce discours, hein. Vous connaissez peut-être 1083, la marque de jeans Made in France, avec qui on bosse pas mal, mais ça, tout le monde lui dit, mais va à l'étranger, fais 1083 en Italie. On a mais il dit non. Enfin, il dit non, il y a pas, je veux dire, c'est absurde. Sinon, on perd ce qui fait l'essence de 1083, qui est d'être local. Donc, je veux inspirer des modèles à répliquer à la limite. 1083 en Allemagne, en Italie, ça a du sens. Mais sinon, non. Sinon, on va recréer des boîtes énormes, on va recréer de la distance. Donc, je pense que c'est pas bon. Bonjour monsieur, j'avais une question par rapport à vos prix. J'ai regardé un peu votre site et vous avez des prix plutôt raisonnables par rapport à ce qu'on peut voir dans la mode éthique. J'ai deux questions par rapport à ça. De un, comment vous faites? Et de deux, est-ce que vous pensez que dans la mode éthique en général, il y a une marge, des marges importantes qui sont faites parce qu'ils savent que le consommateur qui cible est prêt à payer plus? Ouais, intéressant comme question. Nous, si on a des prix qui sont relativement abordables, je pense en effet en termes de rapport qualité-prix, on est très bien placé. Il y a une sorte d'illusion d'optique, c'est parce que les marques font des prix élevés en facial, parce que derrière, ce qu'elles font, c'est qu'elles font beaucoup de soldes pour inciter à la consommation. Donc, c'est ce truc-là. Donc, en fait, leur réel prix, il est en réalité bien en dessous. Nous, on n'a jamais fait une seule promo et on n'en fera pas, justement pour ne pas rentrer dans ce cycle infernal. Et après, globalement, ce qui fait qu'on est. Ce qu'on n'est pas cher, c'est ça. C'est qu'on fait zéro pub. Et franchement, aujourd'hui, les pubs, c'est peut-être 20-30% du budget de pas mal de marques. Donc, nous, on peut baisser d'autant notre prix. C'est assez mécanique. Et c'est aussi que après, on a qu'aujourd'hui, c'est un peu lié aussi au fait d'être petit, hein, c'est qu'on est hyper efficace, quoi. C'est-à-dire je pense qu'on fait
On fait beaucoup de choses, pas beaucoup de gens. Donc, il y a ça qui joue aussi. Après, il y a plein de choses, mais après, je pourrais rajouter. Après, c'est plus business, mais par exemple, on pense nos modèles pour avoir un taux de retour qui est vraiment minimal, parce que sinon, c'est directement inclus dans le prix de vente. On va faire des choses qui sont plutôt un tout petit peu plus amples qu'un tout petit peu trop serré. On va ajouter peut-être de l'élastane de temps en temps. Voilà, ce genre de choses. Et après, est-ce que les marques font… Après, non. Est-ce que les marques de mode font beaucoup d'argent? Franchement, non. Enfin, il suffit de regarder en ce moment ce qui se passe. Non, c'est pas le cas. Non, non, franchement, non. Au final, c'est plus au contraire. Hein. Enfin, en ce moment, vous avez vu, avec le Covid, hein, il y a beaucoup de faillites, surtout en France. Après, il y a les grosses marques qui arrivent. En gros, les acteurs français ont essayé de jouer le jeu de la fast fashion, ils ont perdu. Aujourd'hui, ceux qui gagnent, ceux qui envahissent la France, c'est les H&M, les Zara, les Primark, etc. Mais ils ne font pas tant d'argent que ça. Merci beaucoup. Et j'avais une autre question par rapport à l'innovation. Vous dites que vous ne regardez pas ce que font les concurrents, mais je me demande juste, dans une perspective où vous faites de la mode éthique, et donc il y a un travail sur les nouvelles matières, etc. Comment vous faites pour vous documenter à ce propos et essayer de voir justement s'il n'y a pas des apparitions sur le marché qui sont intéressantes en termes de matière, en termes de coupe, en termes de, je sais pas, livraison. Ouais, alors tout à l'heure, on parlait un peu de l'accord de Paris. Si on se passe, en tout cas, si on passe juste par le prisme réchauffement climatique, c'est pas les nouvelles matières qui vont changer la donne. Les nouvelles matières, déjà, c'est quasiment les mêmes émissions de CO2 que les autres. Et les matières dans un vêtement, c'est 20% de l'émission de CO2. Le reste, c'est de la filature, de la teinture, du tissage, etc. C'est la même chose pour toutes les fringues. Donc, ce qui fait que la recherche de la nouvelle matière, c'est pas du tout pas vraiment notre priorité. On regarde un petit peu, mais nous là-dessus, on regarde, de toute façon, c'est simple, hein, sur notre site, franchement, on a des vêtements en laine et en coton. Hein. En gros, je caricature un peu, mais on va pas trop chercher ça. Donc non, non, en fait, on n'est pas, en effet, on pourrait dire sur non, mais justement, je pense que, quelque part, je prendrais le problème dans ce sens-là, c'est que si on regardait les autres, on aurait aussi fait des matières en tencel et en je sais pas quoi. Et en fait, des choses, ça ne change rien. C'est pas le problème, en fait. Voilà, c'est une illusion. C'est le fashion pack qui veut nous faire croire que c'est la solution, mais c'est pas la solution. Voilà. Les 34, on avait convenu d'1 heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Ouais. Parce qu'après, j'imagine que tu as un emploi du temps aussi chargé. Du coup, je vais bien rebondir sur les histoires de matière. Il y a quand même, au-delà de l'aspect réchauffement climatique et pollution de l'air, il y a quand même de pollution de l'eau avec les matières synthétiques notamment. Du coup, vous travaillez qu'avec des matières naturelles ou… Ouais, là, on va rentrer dans un truc un peu technique, mais aussi là, pour faire aussi ne jamais exagérer, ne jamais mentir, on a parlé avec pas mal de chercheurs sur le synthétique versus le naturel. La pollution des matières synthétiques, je sais, hein, on ne voulait pas les croire au début, hein, mais la pollution, en tout cas, si on parle de la pollution des océans avec les matières synthétiques versus les matières naturelles, ce n'est pas du tout si évident. On retrouve autant de coton-tain dans le plancton que de polyester, et on n'a aucune preuve que le coton-tain est meilleur pour le plancton que le polyester. Donc, il y a un truc aussi qui est… Cela étant dit, oui, on privilégie quand même les matières naturelles parce que… là, c'est juste un prisme épuisement des ressources. Le polyester, bientôt, il n'y en aura plus, parce qu'il n'y aura plus de pétrole, a priori. On pourrait faire du polyester biosourcé, mais c'est un peu compliqué. Donc, ou en tout cas, c'est pas simple. Donc, on essaie quand même de mettre 80% de matière naturelle, en gros, et puis après, on met quand même de l'élastane, parce qu'on vous a dit, ça joue sur les taux de retour, sur le confort des gens, et de toute façon, les gens veulent plus… acceptent plus aujourd'hui de porter, j'exagère un peu, mais aujourd'hui, les vêtements même vendant en jean sans élastane, c'est quand même très, très compliqué aujourd'hui. Les gens sont plus habitués. Et donc, on joue avec les règles du jeu, quoi. On peut pas non plus tout réinventer. Voilà. Merci Guillaume. Merci Pierre. Merci à tous. Merci vraiment pour à vous. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci. Salut.
Merci. Allez brancher au micro. Et merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça. Je trouve que c'était pas forcément en plus évident. Du coup, en plus en ligne. Du coup, merci pour tout et à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut à tous.